La 40e, je suis dans la. J'ai essayé de montrer comment la modernité s'était fabriquée, comment ce rapport au temps n'existait pas avant. On avait un temps long, peut-être éternel. Je faisais une par- parallèle amusant avec la royauté, qui est un temps où il n'y a pas de succession, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de cycle qui reprend, alors que cette idée de révolution comme une planète qui tourne sur elle-même, c'est propre à la modernité. Et puis, nous sommes dans les 5 derniers chapitres où j'ai parlé d'accélération au pluriel avec le langage du cinéma, avec le photomontage, avec les systèmes de fabrication qu'on va voir tout de suite, puisque ce qui est devant vous, c'est aussi de la fabrication industrielle, et cette fabrication industrielle, elle est encore dans notre époque. On va voir à quel point c'est pointu. On est en Hollande ici sur l'image que vous voyez avec Oud, un des architectes, puisque l'architecture comme l'abstraction va devenir internationale. Les systèmes de fabrication vont se multiplier en se reproduisant. Et donc, je voudrais aujourd'hui vous parler de deux choses et ouvrir sur l'éternité. Premièrement, revenir sur cette histoire de ville, de fabrication de ville et de qu'est-ce que c'est que faire de l'architecture, ce que vous avez là, faire des plans. Et qu'est-ce que c'est que l'urbanisme, c'est faire des vides, c'est les tracés, les places, les rues, les trottoirs, toutes ces choses qui n'ont pas l'air mais qui ont toujours été dessinées et pour lesquelles il y a toujours une intention. Et puis j'aimerais dans un deuxième temps parler de l'architecture moderne des années 20 en montrant à quel point elle est internationale et en montrant à propos de Le Corbusier trois choses complètement fausses et trois choses complètement vraies, mais pas forcément très connues le concernant. Et on verra que cette accélération, c'est pour ça que c'est la dernière séance aujourd'hui, regardez ces petites merveilles. Vous pouvez les voir sur YouTube, mais achetez-les aussi, c'est pas mal, ou empruntez-les à la médiathèque. Stan Neumann et Richard Coppens qui ont fait toutes ces séries d'émissions sur l'architecture que j'ai montrées, donc que je montrerai encore un peu aujourd'hui. Et Stan Neumann, qui est un pur génie, s'il m'écoute, grâce vous soit rendue, monsieur. Il a fait la petite série qu'on nous a signalée sur l'histoire ouvrière, qui est sur Arte en ce moment. Un homme brillant. Et tout ça pour dire que cette modernité qui s'accélère, je vais m'appuyer encore sur ce petit livre Actes Sud Junior, La ville à petits pas. La ville existe depuis longtemps, mais elle s'accélère avec le 19e et le 20e. Et finalement, c'est là où elle fait une conclusion avec aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on a ralenti beaucoup dans cette période-là et dans des projets de décroissance ou de croissance horizontale ou de croissance limitée. Si vous avez l'occasion, c'est pas parce qu'il a des grands cheveux que c'est un prophète, mais Aurélien Barraud réfléchit sur cette notion de qu'est-ce que c'est que aller moins vite alors qu'il est lui-même scientifique et que cette science au XXe siècle a accéléré cette envie d'avoir toujours du nouveau et l'architecture moderne industrielle préfabriquée en va être un très très bon exemple. On va voir en quoi elle nous lègue quelque chose qu'on est en train de repenser, réfléchir, ne serait-ce que de construire en verre avec une climatisation à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le petit retour en arrière de ma première partie sur la ville, voilà, 10 000 ans, les premiers villages. Ces petites souris merveilleuses sont dessinées par le duc et Torchman. Les premiers villages sur une butte, un tumulus. En 7000 ans, c'est pour rappeler que des villes, il y en a à Jéricho, où on joue de la trompette. Mais Ur, Uruk, Babylone, Ninive, Assur, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, Jéricho qui reste. On est en 7000 ans avant notre ère, c'est quand même pas rien. C'est pas en Occident que l'histoire commence, pas du tout, du tout. On a Pergame en 500, des villes qui se construisent sur des reliefs et avec la nature. Voilà une question qui est intéressante. Persépolis, dont Marjane Satrapi s'amuse à faire une revisitation euh, en Iran. Et puis, je saute dans le temps, j'arrive en 1300, les premières grandes villes en Europe. Simone Martini, qui représente à Sienne une ville un peu symbolique, qui est à la fois sur la droite construite temporairement et puis des choses plus construites pour longtemps, toujours sur des buts pour surveiller. Voilà, et pour rappel, en 5000 avant notre ère, au Pérou, à Caral, 6 pyramides, quand on les voit aujourd'hui, c'est un peu impressionnant. Et donc, avant que les petits blancs d'Europe aillent emmerder les gens d'Amérique du Sud qui avaient fait rien à voir spécialement avec ça, il y avait des grandes civilisations tout à fait impressionnantes. Dans cette même euh, en 500, nous avons la Grèce. Alors, c'est là où s'invente 100 000 habitants à Athènes quand même, mais
des esclaves, des étrangers, des femmes qui votent pas encore, et c'est seulement 10% des citoyens qui dirigent la cité. Et puis, en Grèce s'invente quelque chose qui est important, qui va avec notre histoire de la raison, puisque l'histoire de l'art, par progression, vient de cette centralisation de la raison et de l'écrit. C'est ça que j'ai essayé de questionner aussi. Est-ce qu'il y a une histoire orale? Est-ce qu'on peut l'intégrer? Est-ce qu'il y a une histoire des objets populaires, une histoire des usages, une histoire des connexions entre des passages entre les éléments? Pas une histoire seulement des idées et des faits ou des objets. Ça pourrait être une piste intéressante et l'occasion, tout ce qu'on a raconté là, d'y réfléchir. Aristote parle d'Hippodamos de Milet parce que c'est le premier qui va, sur la logique de raison, planifier, optimiser la forme urbaine. Une forme urbaine, ben, c'est ce que je vous disais, c'est les vides. Donc on va tracer, voilà à quoi ressemblent les villes qu'on pourrait retrouver. Alors là, on est en 1848 à Chicago qui va brûler. Là, on est au Havre juste après la reconstruction. Mais c'est ce que souhaite Hippodamos de Milet, c'est-à-dire je tourne 3 fois à droite et je retrouve mon point de départ. Voilà, Barcelone avec ses grandes tracées qui sont incroyables. On voit du ciel plus facilement. Voilà, Einako au Japon, Pompéi, Johannesburg, toujours ce système de grille en fait qu'on reverra dans mes petits bonus à partir de demain en 20 minutes. La grille, un système qui permet de lire la modernité. Je vais essayer de trouver 10 clés qui permettraient de lire toute notre histoire. New York, dont je rappelle que Spider-Man ne peut venir que de là, parce que pour jeter une toile d'araignée et passer d'un bâtiment à un autre, s'il fait ça à Las Vegas, ben, il va tomber par terre. Il faut une densité et une proximité des vies urbains très importante. Là, à Québec, même chose. Sacramento, Dallas. Et il faut s'amuser à lire les cartes. C'est une science qu'on ne nous apprend pas beaucoup. Quand c'est en grille, c'est qu'un humain l'a tracé dans l'esprit de ce qu'a fait Hippodamos de Milet pour que ce soit bien organisé, pour aussi des questions d'hygiène à une certaine époque. Et quand vous voyez un chemin bizarre courbe, c'est le chemin historique. Souvent, c'est le chemin des Indiens d'Amérique qui vont à la rivière ou à la mer avant que les Irlandais viennent tracer des villes chez eux. C'est le chemin initial, en fait, qui intéresse les historiens et les géographes. Voilà, pour rappel aussi, en 600 en Chine, 1 million d'habitants, carrés avec des grandes murailles tout autour, dont vous connaissez sans doute à Xi'an ses soldats. En 1000 en Mésopotamie, Bagdad, 1 million d'habitants, c'est la ville idéale. On est en 1000, hein, c'est-à-dire il y a 1000 et quelques années. Faire des grandes villes, il y a longtemps que ça se fait, il y a longtemps qu'on a appris à le faire. En 150 000 habitants à Palerme, en Italie, à Florence, une ville idéale qui est dessinée, que vous connaissez par Léonard. C'est assez facile à retenir. On pourrait presque dire, pour faire très simple, 1515, c'est pas tout à fait vrai, mais ça permet de le comprendre facilement. Léonard, Raphaël, Michel-Ange, les 3 tortues ninja, et on peut ajouter Machiavel. Mais une peste décime la ville et il y a moins de gens. On oublie aussi souvent qu'au Portugal, Lisbonne, 190 000 habitants, un séisme en 1755 et la ville complètement détruite. Un art de peindre sur de la céramique qu'on trouve à la gare de Lisbonne, qui est une merveille. Et puis, on a surtout, alors à toutes les époques, mais l'époque du XVIIIe siècle développe cette idée d'utopie. Il y en a à toutes les époques. Hein. Il y a la cité de Dieu de Saint-Augustin, les cités idéales de Platon. Utopie, c'est à la fois la ville qui n'est pas là et la ville qui serait heureuse, qui serait harmonieuse. Il y a des oppositions sur la raison de ces villes. Vous connaissez peut-être pas, et vous avez tort, l'extraordinaire ville, bâtiment, usine de Claude-Nicolas Ledoux à Arquet-Senans dans le Jura. C'est le moment d'aller en vacances à 100 km de chez vous. C'est pas loin d'être ça. Hein. Et puis, un dessin préalable qui nous amène à notre sujet du jour, c'est-à-dire, on va appeler ça fonctionnalisme, c'est la fonction, l'utilisation des choses
qui va déterminer la forme. Un des architectes que vous verrez plus tard, form follow function, c'est-à-dire la forme découle de la fonction. On voit d'abord ce qu'il faut faire. On a besoin du bâtiment central qui organise tout. On a sur le côté les grandes usines qui vont fabriquer les matières premières et puis les logements sont autour. Et voici à quoi ressemblent les salines d'Arc-et-Senans. À la fois quelque chose de très classique qui fait penser, on est en 1774, à de l'architecture comme le feraient les Grecs revisités par le XVIIe siècle classique, c'est-à-dire des colonnades, un fronton, mais sur un bâtiment technique, un bâtiment fonctionnel. On a le merveilleux théâtre de Besançon aussi, on n'est pas très loin, on peut partir en vacances en France. Dans l'Essonne, je vais vous le montrer et vous donner envie aussi, j'espère. Et puis on a de cette même époque, parallèle à Claude Nicolas Ledoux, Boulay, qui est plutôt un architecte qui a peu construit, mais qui a imaginé beaucoup de choses, toujours sur la fonction, projet de bibliothèque nationale, une sorte de bâtiment énorme, mais dont la première pensée est celle d'organiser l'usage, l'utilisation des choses, et l'espace va suivre la fonction. Le même Claude Nicolas Ledoux, je reviens en arrière, ce sont les octrois de la Villette, donc l'architecture est aussi là pour organiser la surveillance, organiser le paiement des impôts. Pour pouvoir rentrer dans Paris, il faut lâcher un peu d'argent. J'en profite pour faire de la publicité pour ce merveilleux film de Peter Greenaway qui est sur la vie de Ledoux, de Boulay, voilà, l'architecte qui invente des formes qui ne seront pas toujours construites, qui me donne l'occasion de vous dire qu'il faut toujours regarder les bâtiments, il faut regarder les dessins en comparaison de l'architecture construite, et puis quand il n'est pas construit, il faut regarder les plans, parce que quand on regarde un plan dessiné par Boulay, on voit une mémorial à Newton qui est une merveille de forme, de dessin qui va beaucoup inspirer les peintres, mais sa maison des plaisirs, quand on regarde la forme qu'elle a, on se doute que il faut regarder les plans vus du ciel, ça peut toujours servir à comprendre à quoi sert la maison. On est en 1784. J'avance un peu, Piranèse est celui qui va, je l'ai montré dans notre histoire de la gravure, dessiner des bâtiments qui existent pour montrer le passé, mais aussi inventer des bâtiments et des prisons imaginaires qui vont fasciner les surréalistes. J'avance plus près de nous, on est au début de notre histoire de la modernité. 1820 à Londres, 1 million d'habitants, et combien plus tard, un siècle après, 6 millions d'habitants. C'est quand même un truc invraisemblable. Et il faut ces chiffres pour voir que cette industrialisation, première clé à molette anglaise 1820 aussi, fabriquer en grande quantité des produits, plutôt du métal, est une façon, voilà, de la construction métal, le premier palais Crystal Palace de 1851, je vous ai dit, appuyé sur du métal préfabriqué qu'on peut boulonner, assembler, du verre, pas de fondation, ça permet d'aller plus vite, une architecture plus légère et qui peut se transporter un peu partout. Architecture de métal qui a son importance en France, ça sera une des premières idées à laquelle je vais tordre le cou avec Le Corbusier. Baltard et les Halles, toujours une architecture, mais cette architecture de métal nouvelle, puis celle en béton, va être plutôt pour le travail, en fait, beaucoup moins pour l'agrément. Le palais de l'industrie de l'exposition universelle de 55. Je vous rappelle aussi en 57 la Chestonnet, c'est-à-dire la préfabrication et puis assemblage, transport un peu partout. Toujours sur cette logique d'urbanisme et de fonctionnalité, le préfet Haussmann creuse 165 km de voies publiques, quand même, c'est pas rien. Tout ça, c'est sur 10 ans, hein, même pas. Voilà, les réalisations urbaines à Paris sous le Second Empire et début du Troisième Empire. Toutes ces rues qui font des grands axes, hein, qui permettent de, je le disais, circuler vite, empêcher des problèmes d'hygiène et puis tirer au boulet de canon sur les opposants. Et puis dans les cités ouvrières à Mulhouse, je l'ai montré aussi, cette organisation de l'espace par petits carrés, des petites maisons individuelles qu'on a vues aussi chez Gaudin dans le Familistère, à Guise, qu'il faut vraiment aller voir, hein. Voilà, toujours la fonction, finalement, encadrillage, carroyage. On place comme des maisons de Monopoly les éléments les uns par rapport aux autres pour circuler et pour que ce soit le plus simple possible à organiser et à monter. Voilà, qu'est-ce qui va nous aider à amener cette architecture moderne? Un incendie à Chicago, vous voyez, après Lisbonne, il y a quand même une ou deux catastrophes, ça permet toujours de relancer l'économie. C'est d'ailleurs, ça va avec mon idée de fonctionnelle,
cette économie à la Keynes qui s'appuie sur une richesse par la multiplication. Voilà Chicago qui va nous donner les premiers buildings. Un petit caillebotte pour montrer que la ville industrielle, c'est aussi du métal, 1877. Le magasin du printemps, donc on peut, même sur des choses de loisirs, construire assez vite, voir du dessus, Munch. Le pont Mirabeau, tiens, il y a longtemps que j'avais parlé de Apollinaire. C'est peut-être que c'est pas si romantique et niant que ça. C'est aussi un des premiers ponts 1893 modernes, avec cette architecture dont la structure se voit. C'est ça qui est en train de changer. On avait commencé à construire en métal, mais on mettait toujours des parements en pierre pour cacher. Et là, on va commencer à assumer d'avoir la structure elle-même. Sullivan, les premiers buildings, là on est à Saint-Louis. Celui de gauche, c'est celui de New York, les premiers gratte-ciel avec l'invention qui va avec de l'ascenseur. Là, on est sur la gare d'Orsay. Le Flatiron, tout le monde connaît bien. Je n'ai pas parlé, voilà, on rentre dans l'architecture du XXe siècle et jusqu'aux années 40, ça va finir cette première partie. Berlage qui fait la bourse dans le Nord. Ce qui est intéressant dans cette bourse, c'est que finalement, l'intérieur est là pour… c'est la fonction, en fait, qui fait l'architecture. L'ornement va venir après. C'est l'organisation des circulations sur les côtés, l'organisation d'un élément central de cour qui fait la raison d'être du bâtiment. On a à Lyon, puisqu'on a des grands industriels à Lyon depuis longtemps, Tony Garnier qui va dessiner une cité industrielle comme elle pourrait se fabriquer, et puis la réaliser en partie. Pour rappel, j'en ai parlé au moment des problèmes ouvriers et de la venue à Draveil des ouvriers qui faisaient la grève au moment où il y avait la construction du métro, je vais y arriver, 1907. Voilà, cette cité industrielle de Tony Garnier, elle commence à prendre corps et elle existe toujours à un petit morceau. Là, on est sur le quartier industriel du tissage de la soie à Lyon. On a l'organisation par un architecte des usines, des bâtiments administratifs et des logements, qui fait qu'on va avoir des architectes urbanistes en même temps, qui construisent des vides des pleins. On est toujours au service d'une organisation politique, si je dis ça au sens général. Politique, c'est-à-dire la vie commune. Politique avant, parce que c'est toujours un lieu de puissance, que ce soit Napoléon ou que ce soit le pape à Rome. Tracer des axes, tracer des vides, tracer des places, c'est une façon d'affirmer le pouvoir. Là, il va être confié aux architectes, ils vont être l'appui au nom de la fonction, au nom de l'organisation technique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'idéologie de faire bien, de faire facile, de faire pratique, qui va être au cœur de l'architecture et du design. Et cette idéologie-là, il faut toujours la questionner parce que faire plus vite, faire plus pratique, c'est bien sympa, mais il y a des humains en dessous qui circulent là-dedans. Et donc, ce questionnement-là va être d'actualité aujourd'hui. Cette organisation technique fait aller plus vite, mais au nom d'une déshumanisation du travail. Walter Gropius, là, on est Peter Behrens, le premier architecte qui travaille en totalité pour une entreprise AEG en Allemagne. Gropius qui va diriger plus tard le Bauhaus, puis qui ira aux États-Unis faire des bâtiments. J'avais montré de l'architecture futuriste qui était fascinée par des bâtiments qui font penser à des machines, à des moteurs. La seule qui est citée, je ne comprends toujours pas pourquoi, c'est la tour Einstein de Mendelssohn. Une merveille, mais pourquoi serait-elle expressionniste? Je ne peux pas vous le dire. Des bâtiments qui commencent à ressembler à ce qu'on avait vu et qui est le tout premier chez Malevich en 1923, ces architectones qui vont se retrouver dans le pavillon de Melnikov, très peu connu, qui va faire ce pavillon au moment de l'exposition des arts décoratifs en 24-25, mais surtout faire ce garage en 27 en URSS, garage qui s'organise comme ça, c'est-à-dire l'organisation d'entrée des voitures sur un des côtés, de circulation qui fait sortir de l'autre côté, qui va se retrouver dans la structure même du bâtiment. C'est, on le voit ici, pardon, c'est la circulation des voitures qui est au cœur de l'organisation formelle du bâtiment. J'y arrive. Voilà, de l'architecture russe. Et ce qui est passionnant chez
Melnikov, c'est qu'il va construire 10 ans, parce que à part cette maison merveilleuse qu'il s'est construite lui avec une autorisation un peu particulière, Staline revenant au pouvoir, vous n'avez qu'à lire ce merveilleux livre de Boris Groys de 1990, Staline arrivant au pouvoir, c'est fini pour l'architecture. Nous voici revenus au Bauhaus. Le plan, quand on le regarde de haut, il est tout à fait libre et ouvert. Rietveld, le copain de Mondrian. Une merveille de Brinkmann que vous pouvez retrouver dans encore un documentaire de Stan Neumann et Coppens à Rotterdam, c'est-à-dire la façon dont on voit ici une architecture d'usine, mais qui est créative. Est-ce qu'on aurait une idée de ça? Ça paraît complètement fou, à tel point qu'on ne sait plus chez Mallet-Stevens, dans la maison de verre de Pierre Charot, là aussi une merveilleuse émission Arte, qu'est-ce qui est encore, est-ce que c'est une usine, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est une administration, on ne sait plus. Voilà, c'est la fonction technique qui organise la construction en préfabriqué. Et voilà le chantre de tout ça, Mies van der Rohe, avec ce slogan qui est passionnant, voilà, moins c'est plus, moins de structure, moins de murs porteurs, moins de matière. Le voilà un dessin de table de Mies van der Rohe. Ce merveilleux de 29 pavillons à Barcelone qui sert de fondation à la maison Mies van der Rohe maintenant. Voilà, rien, du verre, du métal, la structure porteuse sur presque rien. On retrouve ça chez Richard Neutra aux États-Unis. La grille moderniste qui va nous donner ce chef-d'œuvre de simplicité. Il a l'air d'être un gros bloc simple. Voilà, 1930, Empire State Building, 381 mètres, 102 étages. Et je parlais d'imaginaire américain, il y a de quoi. Les civils les plus peuplés, regardez comme ça change. Hein. Londres, New York, Paris, Berlin, Chicago, Vienne. En 2000, Tokyo, Séoul, New York, Mexico, Sao Paulo, Osaka. Plus une ville européenne. Intéressant, non? Voilà, l'enjeu de la ville, 80 à 90% des humains habiteront en ville en 2020. Incroyable, non? Alors, l'occasion de rendre hommage à des gens merveilleux. Jacques Lucan. Lisez ce mec, c'est un truc extraordinaire. Un homme intelligent. Voilà. Une histoire de l'architecture 65-88, une histoire de l'architecture un peu plus ancienne, avec des exemples concrets, avec des rapports à des penseurs, avec des choses simples, et avec, ça faisait longtemps, un chef-d'œuvre à Évry, le Grand Prix de l'architecture 94 pour Gaudin. Cocorico. Première idée sur Le Corbusier qui est fausse. Le Corbusier n'est pas le premier architecte moderne. Et surtout, première idée qui va, vous allez prendre du recul avec moi et comprendre comment c'est possible. L'architecture moderne, au début, est en métal. Et je vais vous donner la devinette, mais vous pouvez essayer d'y réfléchir. Le béton, le lobby du béton, il y a des gens qui possèdent même des chaînes de télé quand ils gèrent du béton. Le lobby du béton a fait un grand pas fort pour éliminer toute cette architecture de métal. Jean Prouvé, là c'était Herbst, Jean Prouvé, fabrication en métal régulière, qui permettent des maisons montées rapidement, des stations. Celle-ci était reconstituée à Nantes. Vous en avez une merveilleuse à Draveil, une station-service auto-montée, voilà, qui permet de fabriquer en 2 jours. Non, en une journée, 2 personnes. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Un petit extrait. C'est d'abord un manuel. Dans les années 20, il fait son apprentissage comme forgeron d'art. Passionné d'innovation, il crée rapidement son propre atelier où il se met à travailler la tôle, dont il fait du mobilier ou des éléments métalliques de construction pour des architectes d'avant-garde. Après la Seconde Guerre mondiale, l'atelier devient usine. Prouvé, entouré d'une équipe de collaborateurs, il conçoit des prototypes de maisons individuelles préfabriquées destinées à la production en série. Ces maisons usinées, qui peuvent être montées par 2 ou 3 personnes en une seule journée, doivent répondre à l'énorme crise de logement que connaît le pays après la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'enjeu. Construire, reconstruire, donc construire vite, le métal le permet. Et ce qui est très étonnant, qui fait que cette première logique d'associer l'architecture moderne au béton et à Le Corbusier est une idée, c'est une voie qui s'est prise sur un des côtés.
une voix qui n'est pas celle des anglo-saxons. Les anglo-saxons sont restés très, très métalliques. Et le quiz du jour, vous pourrez le poser à des amis en dînant. Une seule architecture en France de métal après les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Une seule, la voilà. Et elle fait tâche dans Paris. Et elle a, pour certains, encore toujours pas passé le cap. Première idée étonnante, l'architecture préfabriquée, industrielle, usinée, qui permet de construire vite, pourrait être en métal. Elle est devenue en béton. Très étonnant et c'est un des enjeux qui est passionnant. Deuxième idée fausse, le béton. C'est vieux en fait, c'est un agglomérat, c'est un liquide qui fait durcir des matériaux minéraux. On en a des traces dans les thermes de Caracalla à Rome. Et on a une merveille, quand je la montre, les élèves n'en reviennent jamais, 1848, une barque de béton qui flotte. On en a encore 2 exemplaires qui existent toujours. On peut la mettre sur l'eau, elle flotte. Une question de surface, il me semble, et de densité du béton. Et le béton en France arrive bien avant Le Corbusier, 1848. Et pour rappel, 1889, la Tour Eiffel. Donc le béton commence en tant que prototype. Voilà, une architecture de béton bien célèbre à partir de béton armé, puisque le béton, cette pâte à crêpes qui durcit existait depuis longtemps, mais l'idée de l'armer avec quelque chose à l'intérieur, c'est ça qui va avec notre époque moderne. Au CNIT, qui a été, quand il est sorti, une vraie révolution. Et ce béton existe depuis ici 1853, fait par ce monsieur François Coignet, le prototype d'architecture de béton. Bon, on a l'impression de rien du tout. On pourrait se dire, tiens, ça existe depuis toujours. Et soyez étonnés, s'il vous plaît. Voilà la première maison de 1853, dans l'état dans laquelle elle est à Saint-Denis. On est en 2010 sur la photo. Voilà. Notre patrimoine industriel, il est pas toujours compris, pas toujours soutenu. Hein. Et puis, encore une raison d'aller en vacances à 100 km de chez vous. La première architecture un peu spectaculaire, c'est Sainte-Marguerite au Vésinet. Qui irait en vacances au Vésinet? Vous avez tort, il y a des choses à visiter. Non seulement cette architecture de béton date de 1855, c'est quand même vraiment ancien. Et à l'intérieur, nous avons des petites fresques mignonnettes de Maurice Denis avec des angelots tout rosés. Voilà une raison de se balader. Aller moins loin, à Grenoble, au Jardin des Plantes, le premier pont en béton. Et dans son jus, on pourrait dire 1855 par Vicat. Un peu moins loin, Châtellerault, par Henbick, un pont d'une grande enjambée, le pont Camille de Hogue, 1899. Je commence à me rapprocher du XXe siècle. Et puis, il a disparu, mais Freycinet, avant de faire des halles, a fait une chose merveilleuse à Orly, une structure en métal qui permet de faire une halle dirigeable, à avion et à dirigeable, qui est arrondie pour que, ça c'est une merveille, toujours la fonction, c'est arrondi comme ça parce que si une bombe est lâchée par un avion, pouf, elle rebondit au loin et elle ne vient pas tomber tout proche. À Orly, où nous eûmes des génies. Toujours dans le nord de l'Essonne, une troisième idée tout à fait surprenante, Le Corbusier, qui est suisse, mais qui est associé à la France beaucoup, serait le premier architecte moderne du béton. Je viens de vous montrer plutôt des ingénieurs. Non, 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 c'est celui-ci, un génie, Auguste Perret. Auguste Perret qui fait cette première maison rue Franklin, on est tout à côté du Trocadéro. Cette merveille encore aussi tout près du Trocadéro qui est le Conseil économique et social qui nous donne voilà, un escalier sans poteau porteur avec une envolée de béton armé d'une merveilleuse facture. On le voit, on est encore, c'est là où le Corbusier va être assez génial, c'est qu'on a encore un vocabulaire classique des colonnades, des rythmes de décor, et chez Perret, une merveille de jeu entre le plein et le vide vitré, et surtout un jeu avec la couleur du béton, avec une façon de le mouler pour avoir des effets de relief, très peu, d'intégrer comme sur le Théâtre des Champs-Élysées en 1913 des décorations, mais vous voyez, avec l'or, avec le métal, tout un tas de petites finesses qui font qu'on a un orfèvre du béton et quelque chose d'assez beau, ce que va tout à fait supprimer dans l'esprit de l'os Le Corbusier. Voilà. Troisième idée fausse, le premier grand architecte, Notre-Dame du Raincy, au Raincy. On a la même chose à Amiens, une seule tour Perret toute seule, une merveille d'habitation.
Et puis la reconstruction du Havre après la guerre, on est en 45, je suis beaucoup plus tard, mais pour montrer que ce jeu de couleurs du béton, c'est très beau. Longtemps, et vous faites peut-être partie de cela, vous trouvez ça pas très joli, c'est une architecture industrielle, donc c'est préfabriqué, il faut jouer avec la monotonie, casser cette monotonie avec un jeu de couleurs et de motifs dans le béton, et aussi avec un jeu de poutres qui permettent que le bâtiment ne soit pas posé directement sur le sol, qui est devenu une des reconnaissances et un jeu avec le front de mer maintenant au Havre, allez vous balader là-bas. On en arrive à notre Le Corbusier qui est un génie, donc pas parce qu'il serait le premier architecte moderne, pas parce qu'il serait celui du béton. Le Corbusier, vous allez être surpris, et ceux qui aiment Le Corbusier vont me détester, je vous prie de m'excuser par avance. Le Corbusier est un génie de la communication. Le Corbusier est un génie du livre, du slogan, de la formule, de la façon de faire comprendre les choses, de la pédagogie en fait. Et je voudrais vous montrer 3 choses géniales sur l'architecture, sur le slogan et sur l'urbanisme qui a transformé Le Corbusier. 3 choses simples mais qui vont changer votre vie. Première astuce, la maison Dom Inno. Dom comme domus, maison, et domino comme un petit assemblage. La chose nouvelle que fabrique 1914, ça existe déjà le béton, ça existe déjà le béton préfabriqué, le béton armé avec quelque chose dedans. Ce qu'il invente, c'est cette idée qu'on pourrait fabriquer comme des petits dominos, des choses très facilement utilisables. Et une chose qu'on va retrouver dans toute l'architecture moderne, c'est le jeu de poteaux dalles, qui fait que, grande révolution, si vous pensez un instant, concentrez-vous bien, à la maison des petits cochons, la maison des petits cochons, qu'elle soit en paille, en bois ou en briques, ce sont les murs qui tiennent le toit. Quand on fait un système de poteaux dalles, on a un plan libre, c'est-à-dire le mur ne tient plus rien, on va parler de mur rideau, les fenêtres on les met dans le sens qu'on veut, et on peut faire des grands espaces, des grands plateaux vides avec ce qu'on veut dedans, même moduler, changer, aménager et tout transformer. Et surtout, avec ce système-là, on peut construire en montant de plus en plus haut. Il suffit que, pour le peu que je connaisse, pardon, que les poteaux soient les uns au-dessus des autres. Et puis, dernière chose qui va mettre un pied à l'étrier pour le béton, si je peux oser le dire de cette façon-là, c'est que si vous devez trop préfabriquer en métal et que vous voulez reconstruire le plan de la ville d'Alger, eh bien, il vous faut tout transporter. C'est lourd, c'est complexe, c'est coûteux. Si vous avez du béton, il vous suffit presque d'avoir les plans et puis vous pouvez tout faire vous-même. Voilà, ce que Le Corbusier va fabriquer, c'est un petit kit intellectuel qui fait connaître cette maison moderne. Voilà, les premières choses qu'il fait à Pessac, à côté de Bordeaux, la cité Frugès. Maison terrasse, simplicité de fabrication, ça a encore mis du temps à être accepté. Et un petit clin d'œil à Alain Sarfati et Bourdon qui se sont amusés dans les années 70 à regarder comment des gens customisaient de l'architecture moderne. Ah ouais, on n'a pas le droit, c'est quand même, si c'est pur et que c'est bien fait, ça devrait être tout simple. La formule qu'invente Le Corbusier, qui va avec 1921, Le Corbusier introduit un terme dans un article de la revue L'Esprit Nouveau, la réinvention de la machine de la maison, la machine à habiter. Je vous ai dit qu'il y avait une sorte de fascination pour la machine, on en reparlera. C'est le logiciel qui permet de comprendre le début du XXe siècle et toute cette époque moderne, il me semble. C'est tout à fait difficile de faire du simpliste sans être simplet. Nous avons pris goût à l'air pur. La maison est une machine à habiter, dit Le Corbusier. Les bains, le soleil, l'eau chaude, froide, la température qu'on peut régler à volonté. Voilà, après tout, je tourne un robinet, j'ai ce que je veux, j'ai du soleil, un paravent, j'ai de l'eau, j'ai de l'air. Voilà, j'ai un fauteuil est une machine à s'asseoir. Les lavabos sont des machines à laver. Notre vie moderne, le monde de l'action, a inventé ça. La valise innovation, machine à écrire, téléphone, tout est fascinant. Et cette maison, je vais la fabriquer d'une façon très très simple, d'une façon préfabriquée avec ce système domino pour valoriser cet esprit nouveau. Donc voici le pavillon 1925 qui est une date très importante dans l'histoire de l'architecture. Au moment de cette exposition des arts décoratifs et juste après, une sorte de maison slogan dans lequel on va retrouver de la peinture, du mobilier et cette architecture. Avec ce slogan, une maison est une machine à habiter. Voilà. Premier coup de génie, être capable de mettre des slogans qui tapent
pour faire comprendre quelque chose de simple et d'assez révolutionnaire. Deuxième chose merveilleuse, les 5 piliers de l'architecture moderne qu'on retrouve dans cette maison à Poissy. On est à moins de 100 km d'Évry, à visiter, hein, tout à fait. 5 choses simples, il y aura un terreau à la fin. Allez, on y va tout de suite. Premièrement, dès 1926, une architecture moderne en 5 points. Attention, je peux le coller en interro. Les pilotis. La maison est posée sur des poteaux avec une dalle qui tient l'ensemble. Ce qui nous fait une maison très aérée. On peut voir le paysage au loin. On peut aller en dessous. On peut même aller en dessous avec la voiture pour se garer, pour ne pas être mouillé, pour rentrer directement dans la maison. Pas mal. Deuxième chose, le toit terrasse. Ce qui fait que comme j'ai un toit plat, j'ai une sorte de symbole de ce que serait l'architecture moderne. On n'a plus de toit en pente. On n'a plus, alors que c'est assez amusant à regarder, puisque la force de Le Corbusier, c'est de trouver ses slogans, de faire comprendre quelque chose, mais il n'est pas en pays accueillant, hein. Il est face à quelque chose qui s'invente à ce moment-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais Charles Letron invente l'idée d'architecture régionaliste en 1923-26. Il en fait un catalogue qu'on va retrouver à l'exposition de 37. Il développe une idée qu'il y aurait 3 tomes de son livre « Murs et toits pour les pays de chez nous » de Charles Letron, une savoureuse et substantielle définition des pays de France par les édifices de France, qui est une histoire folklorique réinventée, réécrite, qui plaira beaucoup à Vichy, qui va l'officialiser. Donc cette idée d'associer l'architecture à pas de toit, à pas d'ornement, c'est quelque chose que Le Corbusier va instituer. Et merveille, et je ne sais toujours pas pourquoi, par contre, dans l'architecture d'aujourd'hui, ça a disparu, c'est que ce toit terrasse permet de récupérer du soleil. Voilà un solarium qu'on voit ici, hein, on est à l'intérieur, on a la petite chaise de Charlotte Perriand pour se reposer avec la possibilité d'avoir du soleil à tous les moments de la journée, avoir de l'air, du soleil. Aujourd'hui, on ne l'exploite plus, on ne se sert pas des toits qui pourtant ne sont pas pentus, hein. Troisième chose, le plan libre. Vous avez compris ce que c'était. Le plan libre, c'est que quasiment le bâtiment est traversant. On peut aller d'un côté à l'autre de la maison. La salle de bain est au milieu. Elle a moins besoin de lumière et on a un puits de lumière qui vient du plafond. On a, alors c'est un peu l'enjeu ambigu, hein. On a tout est normé. Donc si vous êtes un nain, un obèse, un géant, ça ne va pas le faire. Tout est normé directement. Voilà. L'architecture, on était dans la cuisine dans le fond, ici je suis dans le salon. Toute l'architecture va se faire autour de ce point central qui a moins besoin de lumière. Et donc ce plan est libre, on peut en faire ce qu'on veut, on peut l'aménager et vous l'avez peut-être deviné, tourner par l'escalier central, il est juste derrière là, on le devine. Un escalier à vis qui permet, on n'a pas besoin d'avoir la lumière et de voir par la fenêtre. Quatrièmement, la fenêtre bandeau, c'est-à-dire la fenêtre n'est plus forcément verticale, elle est ouverte, traversante. Il y a une vraie gestion de la lumière et Le Corbusier dit même que c'est la lumière qui fait l'architecture. Une fenêtre bandeau qui fait qu'on a la totalité de la longueur, puisque le mur n'est plus porteur, on parle de mur rideau, c'est juste clipper dessus. Là aussi, on aura un petit problème. Si vous faites 1,2 m, il ne faut pas habiter là. Dernière chose, la façade libre. Voilà, on parle de fenêtre, mur rideau, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire, ça vient se clipper dessus. On a quelque chose qui est simple, lumineux. Deuxième coup de génie, voilà, la maison comme machine à habiter, les 5 piliers de l'architecture. Et ce coup de génie, on ne rend pas assez hommage à Le Corbusier, c'est un extraordinaire auteur de livres, de dessins qui sont parlants, de livres manifestes, de livres slogans, avec des choses qui sont presque simplettes. Quelquefois, voilà, la cité de demain, le Modulor, on va le voir, dessiner des mesures qui permettent de se retrouver. Quand les cathédrales étaient blanches, Voyage au pays des timides, qui est tout à fait de la manipulation, puisque les cathédrales n'étaient pas blanches, mais les architectures nouvelles, modernes, sont toutes blanches sans ornement, nous a dit Adolphe Loos, crime et ornement. Et Le Corbusier, avec ses dessins, est capable de faire comprendre des choses très très simplement. Il a André Woganski, son adjoint, qui va faire les dessins techniques. Le Corbusier n'est pas tout à fait un bon technicien, semble-t-il, pour faire en sorte que ça ne se tienne pas. Il a le sens de la formule,
le sens du dessin, le sens du slogan. Et j'ai lu, c'est tout à fait pervers, essayer aussi un livre sur l'architecture des livres même, c'est-à-dire Le Corbusier fait des livres, mais regardez bien, il pense leur format, il pense leur structure. Et on n'est pas architecte pour rien. Comment est-ce qu'il est à la verticale, à l'horizontale, il est carré? Comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Tout ça se pense et va avec son idée de convaincre le public d'aller dans le sens de l'architecture moderne. L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique de formes assemblées dans la lumière. Un sens du slogan incroyable, parce que c'est à la fois très parlant, savant, correct et magnifique, à forme assemblée dans la lumière, et en même temps, une petite vacherie sur le Corbusier, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'il s'agit d'organiser tout selon un plan rationnel, fonctionnel. Voilà le sens de la formule visuelle de Le Corbusier, dont vous savez peut-être qu'il ira draguer un peu Staline pour construire chez lui, il ira draguer Vichy pour construire un peu chez eux, il ira à Chandigarh faire des grandes villes uniques. Voilà, c'est le grand architecte du XXe siècle sur lequel, encore aujourd'hui, les architectes amis avec qui je parle, ça finit toujours en pugilat et il faut absolument qu'on boive un coup à la fin pour se réconcilier. Voilà, le sens de la formule, le moduleur, notre troisième point de conclusion, faire comprendre qu'on peut, quand on lève le bras et qu'on fait 1m75, on a le nombril à 1m8, on peut à l'intérieur de la maison, et il le gravera directement sur les bâtiments collectifs des cités radieuses. Si on est dans le séjour, on n'a pas besoin d'avoir plus de 2m30. Et si on est dans la chambre à coucher, 2m30, ça très bien. Et l'endroit où on vit peut être à 3 mètres et quelques. On peut adapter l'architecture à la forme qui est autour de nous. Le Corbusier, dernière chose, sens du slogan, sens de la formule et de la pédagogie. Il réunira le SIAM, c'est-à-dire un congrès d'architectes pendant à peu près 10 ans. Le voici ici. Il y aura avec eux d'autres architectes bien importants qui vont réfléchir à ce que doit être la ville. C'est pour ça que j'en finis. La ville, la charte d'Athènes qui va structurer toute la reconstruction d'après-guerre. On est en 40 quand il est dit, alors que les premières réunions du SIAM, Congrès international de l'architecture moderne, sont de 33. 4 fonctions simples qui résument la ville fonctionnelle. Il faut habiter, il faut travailler, il faut se divertir et circuler. Vous avez vite compris que c'est à la fois très bien organisé, un très bon sens du slogan pour comprendre comment faire les villes, et une très bonne façon de nous enfermer dans des petites boîtes, parce que dès qu'on fait autre chose que ça, on ne sait plus où on va. La charte d'Athènes, toujours cet art de valoriser ce qu'il a pu faire, et ce que résume ce petit extrait du livre de Françoise Choët, toujours sur l'architecture, une merveilleuse. Voilà ce que dit Françoise Choët dans son livre de 65. Le souci de santé, de fonctionnalité et d'ordre, ça suppose d'utiliser des concepts de ségrégation des activités, les séparer, utilisation accrue de la verdure pour permettre que tous jouissent du soleil et des espaces verts, mais dans des grandes pelouses pour tout le monde, et annexer les méthodes de standardisation et de mécanisation de l'industrie. En gros, c'est ce qui est reproché à Le Corbusier. Il faut que tout le monde rentre dans une boîte. Elle peut être un peu moins lourde qu'un grand ensemble. Comme la Cité radieuse à Marseille, on est en 45-52, c'est juste après la guerre. On pourra, avec ce système de modulation, dans des rues intérieures, circuler, profiter du toit terrasse qui servira de jeu pour les écoles. Aujourd'hui, un centre d'art, à Berlin, à Nantes, à Firminy, Saint-Étienne, et on pourrait se dire, sur pilotis pour éviter que ça soit trop lourd, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette standardisation qu'on s'est mangée? Mais je rappelle à chaque fois, puisque la critique, je l'ai faite, que cet élément de standardisation est une façon de rentrer les humains dans quelque chose de standardisé. Mais après la guerre, il fallait aussi loger beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On le fera à Sarcelles sur ce système de séparation des fonctions. On parle de Sarcellite avec ce qu'a construit la Bourdette. 12 368 logements. La fonction, c'est-à-dire dormir, circuler, rien de plus. Et c'est là où je fais un petit clin d'œil local, c'est que, eh bien, chez Le Corbusier, on a encore une conception de l'humain fonctionnelle, le plus simple possible, et en un sens un peu méprisante pour l'humain. On le retrouve dans la Cité des 4000, et c'est ce que j'aime expliquer, c'est que il n'y a pas ça à Grigny. Grigny, c'est des courbes dans la grande borne, des œuvres d'art et beaucoup plus de choses pour se balader. Cette architecture qui est aujourd'hui devant nous, qu'on a vue ici,
L'enjeu qui nous attend, c'est cette façon de construire industrielle préfabriquée qu'on va examiner dans les petits bonus à partir de demain. Le système fonctionnel est-il ce qui nous aide à produire, mais aussi ce qui nous enferme? À demain.